16 heures passées de 39 minutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Talk Politique de ce lundi et merci de continuer de vous informer chez nous en 2022. Nous vous souhaitons une très belle année. On se retrouve comme d'habitude de 16h30 à 18h pour décrypter l'actualité de la Guinée avec les analyses des talkers, mais bien évidemment, heureusement, des acteurs politiques qui animent cette actualité. Avec moi dans ce studio, Thierno Souleymane Diallo. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Pour le moment, je suis seule avec Thierno Souleymane, mais Ibrahima Sori Linkonsouma nous rejoint dans quelques minutes. Merci de votre fidélité à FIM FM. Restez avec nous. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Sécurité en cette période de fête de fin d'année, on en parle dans cette émission. Et plusieurs accidents se sont produits dans plusieurs villes du pays en cette période de fin. Vous le savez, plusieurs cas de morts et des blessés graves. Quels sont les chiffres du ministère de la Sécurité et quel est le dispositif sécuritaire en cours jusqu'au 5 janvier prochain? Nous aurons tout de suite au téléphone colonel Mori Kaba du service de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et puis, limogé le 31 décembre dernier, vous le savez, la désormais ancienne ministre de la Justice a cédé son fauteuil à l'entra, maître Moriba Alain Koné, précédemment secrétaire général du 10 département Dame Yari, parti suite à un désaccord avec le ministre secrétaire général de la présidence à propos de la convocation des magistrats à une réunion le 2 janvier 2022 avec le président de la transition pour discuter de la politique pénale du gouvernement de transition. N'aura donc passé que 2 mois à la tête de ce ministère, tout en souhaitant réussite à son successeur. La notaire Yari Souma dit, je cite, l'expérience a été courte, mais elle a été exaltante. On en parle tout de suite. Et quels sont les défis pour le nouveau patron du ministère de la Justice? Le CNRD pourra-t-il relever le défi de faire de la justice la boussole de la transition avec ce limogeage qui est mal perçu, vous le savez, par beaucoup de citoyens? On en parle tout de suite avec les analyses des talkers de ce soir. Les leaders politiques étaient en réunion ce lundi matin au quartier général de l'UFDG à Amdalaï. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de la rencontre qui a regroupé une grande partie de la classe politique guinéenne. Parmi ces décisions, la naissance d'une nouvelle coalition politique. Il s'agit bien évidemment du collectif des partis politiques guinéens. Ce collectif devra permettre à ces partis politiques de déterminer leur position sur la transition, le chronogramme et le fichier électoral. Et pendant ce temps, le RPG Arc-en-Ciel qui était annoncé à la rencontre ne s'est pas fait représenter. Et au même moment, l'ancien parti au pouvoir réagissait à l'autorisation de pouvoir de sortir du pays d'Alpha Condé pour aller se faire soigner, le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG et ses alliés voient l'acte comme une forme de consolidation de la paix et de la concorde sociale dans le pays. Les responsables et militants de l'ancien parti au pouvoir étaient donc réunis au siège du parti ce lundi. Ils réitèrent ce qu'ils appellent leur volonté d'œuvrer pour la réussite de la transition. Et dans un bâton rompu, comme invité, nous recevons Monsieur Mohamed Sissé, il est président du parti Nouvelle-Guinée et membre de la CORED de Mamadou Sylla. Avec lui, nous parlerons de cette réunion, de l'actualité et évidemment de l'actualité politique de la Guinée au téléphone. Et comme tous les soirs, nous ouvrons l'antenne pour vous permettre de donner votre avis sur un sujet d'actualité. Nous parlerons bien évidemment de la naissance de ce collectif de partis politiques. Merci encore une fois de votre fidélité. Je signale que, comme je l'annonçais, Ibrahima Sori Linkonsouma nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Linkonsouma. Bonsoir Gami, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et bonne année. Merci beaucoup, mes meilleurs vœux. Le débat, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité à FIM FM. Merci de continuer à vous informer chez nous. En 2022, je le disais, on parle encore de sécurité dans cette émission, en cette période de fête de fin d'année. Lincoln, plusieurs accidents se sont donc produits dans plusieurs villes du pays en cette période de fête. Et plusieurs cas de mort, on parle de plusieurs cas de mort et des blessés. On va vous entendre dessus, juste le temps d'avoir notre invité Mori Kaba. Oui, bon, pas seulement en période de fête, mais vous savez que... Oui, mais il y a plus d'accidents qui sont répertoriés pendant les périodes de fête. Oui, tout à fait. Ça, c'est une tradition. C'est pourquoi, et cette année, si vous avez remarqué, le dispositif sécuritaire a été purement rehaussé. Le constat, en tout cas, était palpable. Comme il est de coutume chaque année. C'est pas nouveau. Oui, effectivement, c'est parce qu'il y a quand même cette triste réalité qu'il y a des déploiements au niveau
niveau de tous les axes. Mais il se trouve aussi que, c'est vrai, on peut peut-être faire de sorte que les accidents ne soient pas assez, mais c'est inévitable, puisque on en a enregistré. Vous savez que les périodes de fête, c'est le moment pour beaucoup de gamins de sortir avec des véhicules, même peut-être ceux qui sont un peu matures conduisent parfois en état d'ébriété et ce qui occasionne assez d'accidents. Il y en a eu, c'est vrai, mais je mets entre guillemets parce que j'ai pas encore les chiffres réels. Si, on a un communiqué du ministère de la Sécurité qui parle de plusieurs, en tout cas au moins de 13 cas d'accident. De 7 cas d'accident faisant un mort et des blessés. C'est pourquoi j'ai dit au départ que cette année, c'est vrai qu'il y a eu des accidents, mais ce n'était pas comme les années précédentes. Et peut-être que cela est dû certainement au fait que... Ça, je signale que c'était pour la zone de Conakry. À l'intérieur du pays, on parle de 6 cas d'accident avec au moins 6 morts. Jamy, dans l'ensemble, je sais ce que je dis. Oui. Les fêtes de fin d'année enregistrent plusieurs accidents mortels à travers le pays. Je me suis amusé à avoir les chiffres avant les chiffres officiels, mais comparé cette année aux années précédentes, vous remarquerez qu'il y a eu moins d'accidents mortels, d'ailleurs moins d'accidents cette année que les années précédentes. Je ne sais pas, la cause est liée à quoi, peut-être que ce dispositif sécuritaire certainement déployé sur le terrain, mais je vous jure que les années passées ont été plus meurtrières en termes d'accidents que pratiquement cette année. Bon, sortant de la fête, nous savons que les accidents sont très récurrents dans ce pays. D'ailleurs, les accidents tuent plus que pratiquement toutes les maladies. Non, toutes les maladies en Guinée, à part peut-être Ebola et Covid. Mais parfois, quand vous entendez le bilan des accidents, vous avez envie de prendre la tête. Il y a eu des moments où il y a eu plus d'une dizaine de morts dans des cas d'accident. Mais c'est récurrent. C'est un pays où il n'y a pas de visite technique. Tous nos véhicules sont pratiquement des tombeaux roulants. Heureusement que c'est Dieu qui nous aide, ça vous savez. Et les routes, peut-être leur état aidant, les accidents sont encore plus mortels. Même parfois, les véhicules sortis d'usine ne sont pas épargnés. À un moment donné, si vous prenez par exemple la route Conakry-Kindia, vous voyez des véhicules 4x4 sortis d'usine, les V8, embourbés ou bien complètement engloutis par la boue ou dans les ravins. C'est pour vous dire que c'est que le petit véhicule ne peut pas être épargné là où les V8 n'ont pas survécu entre griffes. Donc l'état de nos routes, le manque de visite technique, surtout l'indiscipline de la circulation font que les accidents en Guinée, en tout cas, causent assez de morts, endeuillent plusieurs familles, je voudrais dire Jamy. Je disais Lincoln. Tierno, votre opinion là-dessus, il y a encore beaucoup d'accidents, vous-même vous le rappeliez tout de suite, il y a eu au moins 6 morts cette année, on n'a pas, ce sont les statistiques jusqu'hier, parce qu'il y a un service de sécurité qui est déployé jusqu'au 5 janvier, c'est pas encore terminé. Absolument, au fait, selon les chiffres donnés par le ministère de la Sécurité, il y aurait eu 13 cas d'accident, dont 7 à Conakry, et les 6 autres à l'intérieur du pays. Mais à l'intérieur, du côté de Farana, c'est là qu'il y a eu le drame, au fait, parce que c'est là qu'il y a eu une collision entre deux motos surchargées et carrément qui a fait 6 morts d'un trait. À Conakry, avec les 7 accidents, les services de sécurité ont dénombré un cas de décès. Mais toujours est-il que c'est dire toute la complexité de la problématique. Parce que si les services de sécurité ont été déployés de façon spectaculaire quelquefois du côté de Conakry, on a pu comprendre que pratiquement la présence des seuls agents. Là, on parle d'un dispositif de 4500 fonctionnaires de police et des barrages érigés à plusieurs endroits et plusieurs carrefours. Absolument. Mais vous savez que la quasi-totalité des agents de la police sont à Conakry et dans les grandes villes. Mais pour ce qui est des villes les plus reculées, les services de sécurité de façon générale, la police particulièrement, est quasi inexistante. Du coup, il faut absolument repenser le processus, parce qu'on a beau déployer
les agents à Conakry, mais à l'intérieur, la réalité est tout autre. L'autre problème, c'est qu'on a compris qu'il ne suffit pas d'avoir des agents de sécurité ça et là. Parce que... L'autre question aussi, c'est est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire? Par exemple, si on les appelait pour leur dire qu'il y a un cas d'accident dans tel ou tel endroit, qu'ils aient la possibilité de se déplacer assez vite pour arriver et secourir les gens. Absolument. C'est une question qu'il faut poser légitimement, sans compter qu'il faut aussi qu'ils soient informés de ce qui arrive. Bien entendu qu'ils viennent avec les équipements qu'il faut et qu'à côté, il faut des services de santé performants pour pouvoir recevoir les gens justement, rapidement et pour les premiers soins et éventuellement tous les examens à faire. C'est un ensemble qu'on ne peut pas mettre en place du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qu'il faut effectuer à partir de différents départements, à partir de différents secteurs. Ce qui suppose que l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels doivent travailler en synergie pour faire évoluer les choses. Sinon, c'est difficile qu'à travers la seule mobilisation des agents de sécurité, on puisse éviter les accidents. D'accord, ça dissuade en quelque sorte, mais on ne peut pas avoir un policier derrière chaque individu, chaque véhicule. Ils sont au niveau des carrefours, d'accord. Et en même temps, parlant de ces matériels, par exemple, Lincoln parlait tout de suite de jeunes qui conduisent parfois en état d'ébriété. Mais est-ce qu'on a le matériel aujourd'hui qui puisse faire savoir à un policier que, par exemple, Kerno est au volant, il a vu le taux d'alcoolémie? C'est ça. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de mire. Absolument. Les services de sécurité n'ont pas forcément. En tout cas, on ne peut pas réunir toutes les conditions là du jour au lendemain, c'est clair. Maintenant, l'autre chose, c'est l'éducation citoyenne, c'est la sensibilisation qu'il faut continuer pendant et après les fêtes. Parce que quand vous voyez, encore une fois, le drame qui s'est produit du côté de Farana, quand c'est deux motos qui se heurtent, et malheureusement, chaque moto portait 3 personnes. Déjà avec la surcharge. Ben voilà. Et là aussi, on parle d'un cas de suicide. On aurait voulu avoir colonel Maury, mais pour le moment, je ne pense pas. Ah non, ce serait bien pourtant ce serait bien s'il nous écoute qu'il prenne le téléphone, parce que justement, nous avons besoin d'être édifiés. Les auditeurs ont surtout besoin d'être édifiés parce que il y a eu un travail de planification qui avait été fait avant la fête, et ce serait bien maintenant là qu'on fasse le bilan pour savoir ce qui a marché ou ce qui ne l'a pas, et éventuellement ou est-ce qu'il faut prochainement apporter des corrections pour faire de sorte que les choses se perfectionnent. L'autre question aussi, Kerno, c'est qu'on est en période de Covid-19. Les cas sont en train de grimper. Est-ce qu'il n'y a pas crainte? On ne peut pas craindre une flambée des cas de Covid-19, ce qui était déjà le cas avant ces fêtes de fin d'année. Et avec tous ces regroupements, on a vu au stade tout près ici, avec des enfants, et pratiquement partout dans le pays, des regroupements de centaines et des centaines de personnes. C'était risqué quand même. Personnellement, je redoute une flambée carrément de chiffres en termes de contagion à la Covid. Parce que vous l'avez dit, les fêtes ont été célébrées pendant que on venait juste d'enregistrer officiellement la présence du variant Omicron, justement du très redoutable variant Omicron, même si déjà avant cette officialisation, c'était quasi certain qu'il était là, parce que pratiquement c'est tout le monde qui se plaint d'une grippe bizarre avec des articulations, vraiment le mal partout, sans compter que le nombre de personnes testées positives à la Covid montait crescendo au niveau des centres de traitement, notamment à Gbessia. Les chiffres ne faisaient qu'enfler, et nous, juste avant, je crois que c'était la veille même de l'officialisation de la présence de Omicron, on avait eu à Guinée News un entretien avec le responsable du centre de Gbessia, Dr Condé. On l'avait même eu ici dans pratiquement toutes nos éditions. Alors,
la veille, c'est à peine à demi-mot. S'il ne dévoilait pas que le truc, que le Omicron existait, tellement il y avait d'éléments qui concouraient au fait de croire que l'autre variant là, justement, et comme par hasard, en moins de 24 heures, la confirmation a été faite par l'ANSS que le truc, pour revenir à votre question, ce serait un miracle si on n'enregistre pas beaucoup de contamination, justement eu égard à la façon quelque peu inconsciente avec laquelle les fêtes ont été célébrées. Il y a eu des manifestations de réjouissance partout, alors que les mesures barrières sont quasi absentes. Oui. Lincoln, réaction à ce que Thierry Suleiman a dit avant ces fêtes de fin d'année, beaucoup avaient alerté et beaucoup de citoyens pensaient qu'il y aurait eu un durcissement pour les mesures barrières en fait, le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu même des gens qui sont allés jusqu'à proposer la fermeture des lieux de loisirs, ce qui n'a pas été le cas. Vous étiez d'ailleurs contre cette décision. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre une flambée des cas du Covid-19? Non, forcément, il faut craindre déjà. Alors pourquoi vous vous opposiez à la fermeture des lieux de loisirs? Oui, mais vous savez, on ne comprend pas. On pouvait imposer le respect des mesures barrières. Moi, j'ai vu dans beaucoup de coins où le port des bavettes, par exemple, était obligatoire. C'est le cas notamment du côté du stade de Nongo ici, où il y avait ce magique parc. Mais là, non, j'ai juste un exemple. Oui, mais les enfants n'avaient pas de masque. Et moi, j'ai vu, je n'y suis pas allé, mais j'ai vu des adultes qui n'avaient même pas de masque et les enfants, on n'en parlait même pas. Alors qu'on sait par exemple que ce variant Omicron, il touche beaucoup d'enfants. Je sais qu'à l'entrée, c'était imposé. Peut-être à l'arrivée, à l'intérieur, il pouvait ne pas y avoir ce qu'on appelle les masques. C'est le cas aussi du palais, là où se tient actuellement la foire. Le palais, pour accéder, il faut forcément avoir les masques. Mais à l'intérieur du palais, il n'y a plus de contrôle. Les gens enlèvent. Il faut s'attendre à cette flambée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut par rapport à cette réalité? Il faut démultiplier les centres, comment on appelle, de dépistage. Puisque pour savoir qu'il y a plus de cas, il faut plus dépister. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas envoyer les équipes mobiles pour ce dépistage? C'est vrai que nous sommes dans une situation un peu alarmante, mais toujours est-il que c'est le moment d'imposer les mesures barrières. Le lavage de main. On aurait même pu ces équipes mobiles de dépistage là, qu'elles soient postées par exemple à l'entrée des lieux de loisirs, par exemple au stade ici ou au Palais du Peuple, qu'il y ait une équipe là, que toute personne qui doit entrer soit soumise à un test rapide. Sur le coup, tu as le résultat, tu es positif, tu n'entres pas, et tu es négatif, tu as la possibilité d'entrer. Malheureusement, il y a plus d'un an, on est dans cette situation de Covid. Mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent en Guinée, ces tests rapides n'existent pas. Rappelez-vous, à un moment donné, lorsque... Ils existent, mais on nous apprend qu'ils ne sont pas efficaces. Oui, non. C'est ça la question. Je donne un exemple plus concret. Lors de la rentrée de la 8e législature, vous vous rappelez que l'ANSS avait imposé les tests rapides au palais. Oui. Pourquoi de tels actes ne peuvent pas être démultipliés jusqu'à présent? Ça pouvait nous éviter, en tout cas aujourd'hui, la lourdeur dans ce dépistage. Parce que vous savez, les gens ont du mal parfois à quitter leur domicile, faire des kilomètres pour aller se faire dépister. Raison pour laquelle il faut en tout cas faire de sorte qu'un mécanisme de dépistage rapide soit déployé sur le terrain. Merci Lincoln, merci à Suleiman. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes après les infos. Merci de votre fidélité. Merci à tous de rester avec nous. 17h passées de 4 minutes. Malheureusement, on ne pourra pas prendre vos messages en petit souci technique avec la connexion. On espère pouvoir les lire à une deuxième partie de cette émission. Et je le disais, limogée le 31 décembre dernier, la désormais ancienne ministre de la Justice a cédé son fauteuil à l'entame maître Moriba Alain Koné, précédemment secrétaire général du dit département, Dame Yari, parti ainsi
Ainsi donc, suite à un désaccord avec le ministre secrétaire général de la présidence à propos de la convocation des magistrats à une réunion le 2 janvier 2022 avec le président de la transition pour discuter de la politique pénale du gouvernement de transition, n'aura passé que 2 mois à ce poste, tout en souhaitant réussite à son successeur. La notaire Yari Souma dit, je cite, l'expérience a été courte, mais elle a été exaltante. Que vous inspire ce passage du discours de la désormais ex-ministre de la Justice, Thierno? Ben écoutez, je crois que elle a voulu être courtoise, à la limite galante. Sinon, je ne vois rien d'exaltant dans ce qui s'est passé. À la limite, il y a eu quelque chose de moi je pense que c'était exaltant. Il y a eu beaucoup de rebondissements sur le plan judiciaire. Il y a quand même eu beaucoup de choses. Non, écoutez, encore une fois, je crois que ça aurait été exaltant si ça avait continué peut-être. Oui, si ça avait continué, et surtout si elle n'était pas seule contre tous. Voilà. C'est l'impression que vous avez. Oui, bien sûr. Elle a été seule contre tous. Oui, vous savez, en conseil des ministres, je crois que c'était l'avant-dernier, elle avait annoncé le fait que les membres du gouvernement Elle avait rappelé qu'aucun membre du gouvernement n'avait fait sa déclaration des biens. Ça en disait long sur le fait que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde quant au respect des principes de bonne gouvernance au sein de l'équipe dans laquelle elle se trouvait. Maintenant, après, il y a eu toutes les péripéties que vous savez pour ce qui est de la composition du cabinet. De son cabinet. Et de la nomination des membres de la CRIEF également. On parle de ça aussi. Absolument. Tout serait parti de là. Et cette affaire entre elle et le secrétaire général de la présidence, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Donc, c'est dire que ça a été peut-être mouvementé, ça a été riche en émotions, mais quant à l'exaltation, je prends cela avec des pincettes. J'estime que peut-être elle estime avoir déjà fait preuve de beaucoup de courage. Elle a enduré des choses et d'autres depuis les rumeurs et puis sa démission justement cette réaction de la dame, j'ai l'impression qu'elle a surpris plus d'un, parce qu'en fait quand elle est arrivée, beaucoup pensaient que c'était quelqu'un qui allait se laisser faire, si elle venait à un département stratégique. On avait d'ailleurs écouté maître Mohamed Traoré qui disait que c'était une femme forte, contrairement à ce qu'on pouvait penser en la voyant. Je pense qu'il y a eu des procès d'intention avant même les actes. Oui, et voilà, disons ce qui s'est passé donne pleinement raison à Maître Traoré. Ça veut dire que les autres parlaient d'elle sans la connaître. Et voilà, c'est Maître Traoré qui a eu raison. Et voilà, la dame, elle n'était pas dans une logique d'accepter tout, de rester vaille que vaille dans un gouvernement. Elle voulait y rester pour travailler et jouir pleinement de ses prérogatives, ou partir. Et finalement, c'était pas possible de travailler normalement dans le respect des principes et tout. Du coup, elle a fait savoir aux messieurs et dames qui ne savent pas ce que c'est que le fonctionnement d'une république, que en tant que ministre, ses prérogatives restent les siennes. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir, fut-il du secrétariat général du gouvernement, pour venir lui dicter ce qu'elle doit faire à la tête de ce département. Donc, j'estime qu'encore une fois, il n'y a eu rien d'exaltant. Mais en tout cas, Madame la ministre, jusque-là, elle a fait preuve de courage. Elle est partie la tête haute. Et c'est de ce genre d'exemple dont on a besoin dans la refondation de la République. C'est des personnes qui distinguent complètement leurs propres sentiments, leurs propres humeurs par rapport aux règles du jeu dans le fonctionnement de l'administration. Et nous l'applaudissons des pieds et des mains. Et espérons surtout que ça va être plutôt une leçon
tiré par les autres qui sont restés au gouvernement. Ah, non. Pour qu'ils comprennent que soit ils sont ministres ou ils ne le sont pas. Ça ne sera pas le cas. Et au président aussi, au président qui a déclaré que la justice serait la boussole de cette transition. Déjà, il y a un premier couac là. Donc, il a tout à se faire pardonner, le colonel Doumbouya, même si, entre-temps, il a pris le devant, il a limogé la dame. Ouais. Mais ce qui reste clair, c'est que dans l'opinion, dans l'entendement comment on appelle, du Guinéen lambda, c'est la ministre qui a pris le dessus parce que c'est elle qui a rejeté l'inacceptable. Et c'est comme cela que ça fonctionne dans une république. Alors, Lincoln, est-ce que, même si beaucoup de personnes disent qu'elle a démissionné avant qu'on apprenne à la télé qu'elle a été limogée, mais est-ce que ce limogeage ou cette démission n'affaiblit pas le gouvernement Beya, après ce qu'on sait, ce qui s'est passé entre le président de la transition et le Premier ministre lui-même? Oui, aujourd'hui... l'équipe de transition, le gouvernement, même le CNRD, et on peut dire que ces équipes-là sont affaiblies. Puisque j'ai comme l'impression que la contradiction n'est pas acceptée avec la nouvelle administration. C'est les militaires qui sont au pouvoir, mais on n'est pas au camp. C'est l'administration qui fonctionne. J'ai comme l'impression que... Peut-être qu'on pouvait bien s'y attendre. Chaque fois, on entend le président de la transition rappeler qu'ils sont allés à la mort. Et le jeu qui revient chaque fois qu'il s'exprime. Est-ce que tout cela rassure? Il faut qu'on sache faire le discernement entre le gouvernement de la République et la junte au pouvoir. C'est très important. Ou c'est la junte... Mais c'est la junte qui... qu'on le veuille ou pas, c'est la junte qui est en train de gérer les... L'administration est différente de la junte. Le CNRD, tu connais sa composition, Gami? À part le président Doumbouya et le colonel Amara ou le colonel Koulibaly ou Bala, qui connaît sa composition? Personne. Donc le CNRD, pour le moment, c'est un organe purement virtuel. Et le gouvernement... Il y a en tout cas beaucoup de non-dits autour de tout cela. Mais le gouvernement est réel. Vous connaissez tous les ministres. On a un premier ministre. Si vous n'êtes pas administrateur... Mais apprenez au moins le fonctionnement de l'administration. Ce que la dame a fait, c'est courageux. Elle devrait être la Guinéenne de l'année. C'est vrai que... Devant Doumbouya? Oui, Doumbouya, c'est vrai, était la vedette. Mais depuis le samedi, la dame occupe l'actualité, la une de l'actualité. Peut-être que ceux qui ont fait fuiter cette lettre pensait faire du mal à la dame. Mais à travers cette lettre, on a vu une personnalité. On a vu une femme qui n'est pas manipulable. On a vu une administratrice née. On a vu une personne qui respecte et qui mérite le respect, qui exige même le respect. À la place de Doumbouya. Au-delà de tout ça, qui respecte le fonctionnement de l'administration et surtout la justice. Puisque les militaires nous ont dit que la justice va être la boussole. Désormais, moi j'ai beaucoup de doutes, puisque la simple contradiction, le rappel à la procédure administrative a coupé peut-être la tête à quelqu'un, ce qui n'est pas normal. Attendez, vous avez un gouvernement. Le patron du gouvernement, c'est le Premier ministre. Oui, mais on a même envie de se poser cette question. Est-ce que Mohamed Beya Vogui a été consulté pour limoger la ministre de la Justice? Mohamed Beya Vogui, pour le moment, je pense qu'il est en train de jouer au pot de fleurs. Franchement. Écoutez. Ce Premier ministre, peut-être que ce poste du moins, il a cherché. Mais il n'est pas en train d'agir en PM. Ce qui est arrivé comme ça à Dame Yari, c'est ce qui est arrivé à Kouyaté lorsque Justin Morel a été limogé et il n'a pas réagi. Et aujourd'hui, beaucoup craignent le même scénario avec le CNRD. Parlant de la solidarité gouvernementale, ça devrait se matérialiser maintenant. Les gens devraient au moins rappeler au président que ce qui s'est passé. Chacun a peur pour son poste. Oui, mais les gens veulent le poste. La dame n'a pas tort du tout. Écoutez, le président veut avoir le personnel de l'administration judiciaire. La justice, en tout cas cette administration, a une patronne. Le président s'adresse, à son ministre secrétaire général. Ce dernier consulte la ministre. Ce n'est pas la procédure. Mais le président aurait contacté le Premier ministre qui pouvait échanger, en tout cas par rapport à ce besoin du président, et trouver la forme qui sied. Ce n'est pas ce qui est fait.
on n'est pas au camp. Le colonel Amara directement adresse une lettre ou bien des ordres. Oui, mais Lincoln, j'ai envie de dire, ce sont des militaires qui dirigent. Est-ce qu'il va leur être facile de se défaire du fonctionnement de l'armée? Jamy, on n'est pas au camp. On est en République, oui, mais en administration. Des militaires. C'est vrai, mais ces militaires, puisque ils se sont mêlés à la politique, puisqu'ils sont maintenant à la gouvernance, ils doivent apprendre l'administration. Comment fonctionne l'administration? Mais Jamy, c'est clair. On n'est pas au camp. On ne peut pas diriger une république comme un camp militaire. C'est impossible. Ou bien on aurait mis en place un gouvernement militaire. En ce moment, c'est ordonné, exécuté. D'autant plus qu'ils sont en train de se targuer d'avoir mis en place un gouvernement civil. Totalement civil. Voilà. Mais Mme Yari n'est pas peut-être le ministre Bachir. Mme Yari n'est pas le ministre Idi Amin qui connaissent l'armée. Mme Yari se dit pas militaire, mais en tant que civile et administratrice, quand un ordre illégal, c'est-à-dire, même au niveau de l'armée, on le dit, le principe de la baïonnette intelligente. Quand un ordre, on ne peut pas appliquer un ordre manifestement illégal. Oui. Mais puisque cette procédure n'est pas normale, c'était à la dame, en tant que ministre de la Justice, de rappeler à l'ordre Amara. Cette lettre, moi, je ne la trouve pas du tout méchante. Mais ça explique la procédure. C'est le président qui a besoin. Ce président peut s'adresser au Premier ministre. Le Premier ministre, on fait la concertation. Finalement, on ne sait pas qui a fait fuiter cette correspondance. Bon, peu importe de le savoir. Moi, j'ai comme impression, je ne soutiens pas la dame, hein. Mais certainement, je me dis que la lettre a fuité, peut-être pour avoir raison de la dame. Mais si ça a été fait dans ce sens, franchement, on a rendu un bon service à cette dame. Si c'est la dame qui a fait fuiter la lettre, ça aussi, ça a raison d'être. Puisque aujourd'hui, j'ai comme impression que beaucoup pensent que la dame a démissionné, mais pour anticiper peut-être l'affaiblissement du gouvernement, on l'a limogé. Peu importe. Aujourd'hui, les Guinéens croient en Doumbouya. Les Guinéens ont apprécié les gestes des 3 mois du colonel Même si avec les gestes qui sont en Doumbouya. train d'être posés, ils croient en Doumbouya, mais avec beaucoup de réserves. Non, des réserves, non. Ça commence, les gens commencent à douter. À douter, oui. Cet acte, moi à ma place, ne serait jamais arrivé. Il y Peut-être a eu que clash. c'est des choses qui auraient pu se régler à l'interne. Non, ça veut dire qu'on préfère le colonel Amara qu'aux bons administrateurs. Et c'est même pas un bon nom pour Amara, parce qu'aujourd'hui, la personne qui est salie dans ce dossier, c'est Amara. On dit que la dame est partie parce que Amara l'a voulu. Le colonel aurait dû éviter cela. On est au ministère de la Justice. Est-ce que celui qui est venu va avoir la main? Avec le sort de cette dame, tout le monde maintenant va peut-être se conformer à l'ordre, même si l'ordre est illégal, venant du haut lieu. Quel défi pour le nouveau ministre de la Justice? L'administration est désormais handicapée. Parce que moi, j'ai entendu des gens dire que c'est de l'insubordination. Mais quand votre chef peut-être prend un acte illégal ou bien un acte inapproprié, ayez le courage de lui dire, monsieur, c'est pas comme ça on procède. Vous l'aidez, vous aidez la République, mais on est en train, c'est en Guinée que nous construisons des dictateurs. Et ça commence ainsi. Les militaires, qu'ils fassent beaucoup attention. Madame Yari sort gagnante dans ce dossier. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une Guinéenne aujourd'hui qui peut dire non quand ça ne va pas. Et c'est de cette dame-là qu'on avait besoin au ministère de la Justice. On l'a perdu. Celui qui viendra n'aura plus la main parce que pratiquement ils seront des bénis oui. On n'a pas besoin de bénis oui. Lincoln, peut-être que c'est une bonne chose de la garder au frais pour le prochain gouvernement civil pour le prochain président civil qui va arriver pour cette réforme. En tout cas, c'est très bien pour sa carrière. Ce que la dame l'a fait. C'est très bien pour sa carrière. Sa carrière est lancée. C'était une dame qui n'était pas du tout connue. Oui, et d'ailleurs, à qui on a prêté des mauvaises intentions. Enfin, bon, des mauvais procès. Tout le monde la prenait pour incapable parce qu'on ne la connaît pas. Mais au finish, cette dame s'est révélée comme étant une personnalité. Parce qu'une personnalité, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi le caractère. Alors, Thierno, quel défi pour le nouveau ministre, l'ancien, désormais ancien secrétaire général du ministère de la Justice? C'est quand même compliqué de remplacer quelqu'un qui est parti de la sorte. Le défi, il est énorme, mais je crois que c'est même pas le défi n'est même pas à lui. Le défi, c'est au colonel Doumbouya. Parce que là, ça fait vraiment un très mauvais précédent. Pendant qu'on est qu'au début de la transition. Oui.
Alors que ça arrive à quasiment moins de 2 mois de la Et pour de un la département aussi important que le ministère de la Justice. C'est vraiment un très mauvais signe. Donc le défi, ce n'est pas pour son remplaçant. Lui, il est venu, quelqu'un l'a mis là parce qu'il le veut. Peut-être qu'il est dans des dispositions de faire ce que le chef veut. Bon, voilà. Mais pour ce qui est du colonel, qui a vendu plein de promesses aux Guinéens en termes de refondation de l'État, de rupture avec les vieux démons et tout cela. Et si c'est tout cela pour ça, qui n'a pas arrêté de nous répéter que la justice va être la boussole de cette transition. Voilà. Est-ce que il pourra, lui et notamment le gouvernement de transition, ils pourront relever ce défi? En tout cas, c'est la question qu'on... On nous a vendu tellement de choses Absolument, sur la réforme, les réformes et tout ce qu'il y a concernant le secteur judiciaire. On nous a fait miroiter des choses, d'énormes promesses. Maintenant, entre les promesses et les faits, c'est un océan qu'on est en train de constater. Donc le défi pour le colonel, c'est vraiment de trouver les voies et moyens pour combler le gap là et peut-être rassurer les uns et les autres que ce qui est arrivé n'était qu'un accident de parcours et qu'en termes de vision, en termes d'ambition, il reste de marbre. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire à votre avis pour, entre guillemets, rassurer les Guinéens après ce qui vient de se passer? Non, déjà il a fait un certain nombre de promesses par rapport au fonctionnement. Les promesses, les Guinéens n'en sont pas trop friands. Oui, c'est ce qui s'est passé avec le régime quand je dis qu'il a fait des promesses, donc c'est d'aller vers la concrétisation de ces promesses. En ce qui concerne par exemple la déclaration des biens des membres du gouvernement, justement que la dame réclamait la dernière fois, il faut déjà qu'on ait ça. Et dans la forme. Parce que quelque part, vous entendez certains membres du gouvernement vous dire non, avant d'être nommé, vous passez devant le colonel et vous avez la liste. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a justement, une procédure à suivre, voilà, qu'elle soit respectée. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'autre défi, justement, pour le colonel Doumbouya, c'est de cesser de faire l'effort nécessaire pour cesser d'être le centre du monde ou le centre. Non, il faut qu'il arrive. C'est l'impression que tu as. Non, tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Et quand c'est comme ça, on perd. Tout tourne autour de lui, mais également autour de son clan, de son groupe, le colonel Amara. Oui, mais le groupe est constitué autour de quelque chose. C'est lui l'élément essentiel. Ouais. Donc c'est à lui de créer les conditions pour que l'administration fonctionne sans tenir compte des relations individuelles et des humeurs des uns et des autres. Et c'est ça le défi. Parce que s'il ne réalise pas cela, il aura donné non seulement raison à Maître Yari d'avoir refusé de se soumettre à une procédure complètement illégale. Et en même temps, il donnera raison à tous ceux qui sont en train de douter de sa réelle volonté de changer les choses et de mettre en place la Guinée nouvelle que tout le monde attend. Alors Lincoln, rapidement, la même question, qu'est-ce que le colonel Doumbouya pourrait faire pour peut-être se racheter aux yeux des Guinéens? C'est difficile pour moi de répondre. La confiance, elle est en train de s'effriter petit à petit. Personnellement, je crois tellement à ce monsieur que pour le moment, je commence à douter. Ce qui s'est passé ne devrait pas du tout arriver, franchement. Doumbouya, je crois à ce monsieur depuis le 5, avec tous les gestes posés. Mais si on peut sacrifier... Et avec de gros discours aussi. Oui, de gros discours et de discours répétés. Vraiment, ça commence à bugger, franchement parlant. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il peut faire pour rassurer. Puisque dans son discours, l'adresse à la nation, la justice n'apparaît pas. Ça, vous savez très bien. Et cela a été suivi par ce limogeage de la ministre de la Justice pour un fait qui ne mérite pas, en tout cas, une telle sanction. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Point d'interrogation. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Tu veux rencontrer les magistrats. Il y a une procédure à suivre. C'est aussi simple que ça. Et M. Doumbouya doit se rendre compte qu'il a un premier ministre. Et que ce n'est pas la présidence, c'est son cabinet qui lui sert forcément peut-être de voix officielle. C'est très important. Le gouvernement doit fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour assurer?
moi, je ne peux pas lui proposer, mais c'est à lui, Il y a certainement, une démarche à d'effacer suivre, ce qui est arrivé. En tout cas, cela plombe la plupart des actions ou des actes qu'il a posés depuis le 5 septembre. Cette dame, son départ devient un problème et ça constitue une source de doute entre lui et les populations qui sont aujourd'hui assoiffées de justice. Merci à vous, Lincoln. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je le disais en début de cette émission. Les leaders politiques étaient en réunion ce lundi dans la matinée au quartier général de l'UFDG à Amdala. D'importantes décisions ont été donc prises à l'issue de la réunion qui a regroupé une grande partie de la classe politique guinéenne. Et parmi ces décisions, la naissance d'une nouvelle coalition politique. Il s'agit bien évidemment du collectif des partis politiques guinéens. Cette coalition devra permettre à ces partis politiques de déterminer leur position sur la transition, le chronogramme et le fichier électoral. Thierno Souleymane Diallo, la classe politique finalement qui met en place un collectif pour peut-être faire face au CNRD. Ben oui, au pouvoir. je crois que à l'allure des choses, on peut affirmer. Finalement, ça se concrétise parce qu'on nous avait annoncé ça depuis un très bon moment. Justement, mais à mes yeux, c'est plutôt le colonel Doumbouya qui est en train de réussir l'exploit de réunifier la classe politique sans le vouloir. Parce que il a fallu... Et la classe politique, elle, qui voit une sorte de menace devant. Oui, justement, il a fallu que les choses se présentent de telle sorte que les partis politiques, toute obédience confondue, se disent écoutez, face à ce qui est en train de se présenter devant nous, il faut nécessairement qu'on se retrouve, il faut nécessairement qu'on se réunisse. Donc cet exploit, c'est le colonel qui l'a réussi plus que les politiques. Et encore une fois, c'est à lui de faire très attention parce que si à l'allure des choses, s'il n'y prend garde, on va vers carrément une sorte d'affrontement entre les politiques et le CNRD, parce que je crois que les politiques ont déjà trop attendu de savoir la direction que prend la transition. Oui, mais on est qu'à 4 mois, presque 4 mois du début de la transition. Oui. C'est pas trop ça, Thierno? Non, j'ai pas dit que c'est trop. Mais c'est trop pour qu'on ne sache rien de ce que la transition va être faite. Notamment la durée surtout en ce qui concerne les élections qui vont permettre que les choses s'organisent, que le retour à l'ordre constitutionnel se dessine. Parce que pour l'instant, on vous annonce comme ça, on vous jette dans l'air qu'il y aura des élections, d'abord locales, ensuite législatives, et puis, mais à partir de quand? Encore des annonces. Merci Thierno. On revient tout de suite vers vous pour continuer cette émission. Restez avec nous. Tout de suite, les infos, on se retrouve après. Bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h dans Talk Politique avec moi dans ce studio, Ibrahima Lincoln Souma et Thierno Souleymane Diallo, tous les deux journalistes. Je le disais, les débuts, les leaders politiques étaient en réunion ce lundi matin au quartier général de l'UFDG à Amdala. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de la rencontre qui a réuni une grande partie de la classe politique guinéenne. Et parmi les décisions, la naissance d'une nouvelle coalition. Lincoln, il s'agit, la coalition va s'appeler le collectif des partis politiques guinéens. Qu'est-ce que ce nom vous inspire d'abord, avant d'aller à autre chose? En termes de nom, on voit une sorte d'unité retrouvée, puisque c'est un collectif, une sorte peut-être d'ensemble désormais. Peut-être pour parler d'une même voix. On a quand même vu beaucoup de coalitions, la CORED, la COPED, la NAD, et qui réunissent beaucoup de partis politiques. Non, la plupart des partis, non seulement en dépit des coalitions et intercoalitions, il y a des partis
politiques qui ne sont pas dans ces ensembles, qui sont aussi représentés. C'est le cas du parti, par exemple, de Gouré Condé, qui n'est pas dans une coalition. Et peut-être le grand absent pour le moment, c'est toujours le RPG. Oui, on en parle tout de suite. Et on a aussi vu l'ancien ministre de l'Agriculture qui était il y a quelque temps un allié du RPG Arc-en-Ciel. Il s'agit de Jean-Marc Teliano, qui n'est pas passé inaperçu à cette rencontre. Non, il ne passe pas inaperçu. Vous savez, c'est aujourd'hui la politique guinéenne. Hein. Bon, parfois c'est n'importe quoi. Écoutez, non, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Oui, mais dans ce la pays. politique, c'est comme ça, elle fonctionne et c'est pas qu'en Guinée. C'est pourquoi je ne peux pas faire la politique. Vous savez, jusqu'à ce que Alpha quitte le pouvoir, la plupart de ces gens ont été avec Alpha. Au lendemain des coups d'État, tous ceux qui ont quitté Alpha Condé, je pense que c'est des gens qui ne sont pas du tout sérieux. Pas du tout. On aurait dû faire... Yami, mais on dit également que la politique, c'est la guerre des intérêts. Oui, mais on attendez. ne peut pas en vouloir à ces gens ça qui c'est la décident politique d'aller ailleurs. guinéenne qui peut-être est la guerre d'intérêts. Mais la politique aussi a ses raisons, c'est ça aussi la réalité. Mais aujourd'hui, chez nous, la politique c'est quoi? C'est peut-être dribbler ou tromper des personnes. Moi, je suis d'accord que les gens se retrouvent, mais il va falloir faire la décantation au niveau de la classe politique guinéenne. Il y a des partis aujourd'hui qui sont des simples amuseurs publics. Ça, vous savez de quoi je parle. Je respecte beaucoup de politiciens, mais il y a d'autres qui n'en valent pas la peine. Alors, Lincoln, cette fois-ci, est-ce qu'il faut croire à une sorte d'union sacrée de la classe politique guinéenne face au CNRD? Parce qu'ils ont peut-être vu qu'ils étaient menacés. Non, il y avait une sorte de menace devant. L'union sacrée est circonstancielle. Aujourd'hui, depuis que la transition a commencé, on a comme l'impression que la classe politique est laissée pour compte. Qu'est-ce qu'il faut devant une gente qui a moins de considération pour vous? Il faut se rassembler parce que unis, vous devenez plus fort. Une transition est politique. On a comme l'impression aujourd'hui que cette transition... les politiciens sont complètement mis dehors. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler de la même voix, d'une voix unique pour être plus fort devant ceux-là qui vous écrasent. Même, non, ils ne sont pas écrasés pour le moment. Non. Vous savez pourquoi les hommes vivent ensemble? Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est ça. Parce que si on n'était pas unis, on pouvait être dévorés par des bêtes féroces qui étaient à l'époque plus forts que nous. C'est pourquoi on s'est associés. Chacun a laissé peut-être de côté une partie de sa liberté pour être plus fort. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez que pour le moment, cette transition, les politiciens ont moins leur place. Désormais, ils ont exigé à ce qu'il y ait même une passerelle entre cette classe et les militaires. Oui. Mais si cela viendra de tous les partis politiques pratiquement à l'unisson, ils peuvent quand même avoir peut-être ce qu'ils demandent. Mais s'ils partent en rang dispersé, ça veut dire qu'ils seront de plus en plus affaiblis. Les jours à venir, je sais que... Oui, parlant de cette union de tous les partis politiques, le RPG a été annoncé à cette rencontre, on le sait, mais au même moment, il tenait une réunion aussi à leur siège pour réagir à cette autorisation qui est faite à Alpha Condé de sortir du pays et de pouvoir aller se faire soigner à l'étranger. Le RPG et ses alliés voient cet acte comme une forme de consolidation de la paix et de la concorde sociale dans le pays. Oui, mais le RPG, cette déclaration, c'est aujourd'hui. Alpha est libéré depuis combien de jours? Les gens ont déjà apprécié. On comprend. Alpha est quoi, Lincoln? Non. L'autorisation a été donnée, ça fait plusieurs jours. Oui. Beaucoup ont réagi. Si c'est aujourd'hui que le RPG réagit, tant mieux, c'est le RPG. Oui, mais je comprends le RPG. L'annonce a été faite vendredi oui, soir vendredi, et samedi, dimanche, on est lundi. Ça pouvait être samedi, ça pouvait être dimanche, pourquoi pas. Mais de toute façon, je ne peux pas justifier cela. Je comprends la démarche du RPG. Le RPG a perdu le pouvoir. Les autres sont en quête du pouvoir. Donc, leurs démarches peuvent être différentes. Le RPG peut ne pas s'associer à la démarche aujourd'hui des autres qui, certainement, voulaient la place du RPG. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à perdre? Le RPG ou peut-être l'autre classe politique? Oui. Qui aurait quelque chose à perdre? Non, mais aujourd'hui, vous pensez que le RPG a gagné dans ce qui est en train de se passer? Mais avec 11 ans de gestion, qu'est-ce que le RPG aura pour les Guinéens en termes d'arguments? Oui, mais en même temps, on ne peut pas les écarter comme ça. On ne les écarte pas, mais ils s'écartent. D'ailleurs, cette plateforme
j'apprécie parce que quand les gens ont initié ces rencontres, le RPG a été appelé. Malheureusement que jusque-là, ça n'a été que des promesses de venir assister ou participer aux réunions. Oui. Ça n'a pas été fait. Une condition a été posée comme quoi, pour venir, il faut forcément que les autres signent la libération d'Alpha Condé. Les gens ont retardé, peut-être à réagir par rapport à cela. Et ce n'est pas encore fait. Alors, c'est au RPG de voir ce que le parti veut, et pour ses militants, et pour lui-même. Mais moi, j'apprécie surtout la démarche des autres qui sont allés peut-être dans cette union, mais cette union pourrait être de façade. Moi, je connais des partis de ce côté qui joueront toujours au trouble fait, qui n'ont pas de conviction. Il y en a plein. Il y a des partis satellitaires en Guinée, les partis cabines téléphoniques, les partis porte-sac, les partis valises, les partis interfamilles. Il y en a. Donc, c'est des partis qui savent qu'avec des bonnes élections, ils ne pourront même pas avoir une place ou un seul simple représentant. Ce n'est pas pour autant qu'il faut saboter le processus, même si on est sûr de pas. Je ne sabote pas, je dis que j'apprécie. Je dis que j'apprécie, mais des grands partis doivent faire beaucoup attention à certains partis satellitaires. On ne refuse pas, mais il faut faire beaucoup attention. Ils savent de quoi je parle. Qui vole un œuf volera un bœuf. Alors, Thierno, union de façade ou peut-être union sacrée de la classe politique. Je ne parlerai pas d'opposition parce que pour le moment, il n'y en a pas. On est dans disons union de circonstances. De circonstances. Oui, et je suis... Oui, mais c'est toujours bien qu'il y ait union. Ben, je ne le dirai pas ainsi parce que je me dis que ça peut être un couteau à double tranchant. Parce que vous connaissez autant que moi que la politique en Guinée, c'est aussi la politique du ventre. Il y en a qui sont dans l'arène politique juste pour monnayer des positions au moment venu. Et figurez-vous que quand le CNRD va commencer à ouvrir un peu le robinet financier, ce sera plus facile pour lui de jouer au trouble fait au sein de cette union présentée aujourd'hui comme... Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Il aurait à gagner... la division de la classe politique oui, justement. Il aurait à gagner, en tout cas, s'il reste dans son calcul de faire de sorte que il ne puisse pas être seul face à tous les politiques, je veux dire. Qu'il ait des alliés aussi dans la classe politique. Justement. Et quand il voudra jouer cette carte-là, figurez-vous que ce sera la course vers la soupe, comme ça a été le cas par le passé. Sous Alpha Condé. Oui, et bien avant, autant de Conté aussi, on en a vu de toutes les couleurs. Donc, voilà un peu. Donc, c'est pourquoi moi je me dis que, et du côté du CNRD, et du côté de la classe politique, j'ai l'impression qu'on manque encore de hauteur de vue dans dans la gestion de ce pays. Parce que il y a tellement de calculs que parfois vous avez l'impression que les choses sont trop individuelles, sont trop nombrilistes. Parce que aujourd'hui, moi quand je vois... D'une manière ou d'une autre, chaque parti qui s'engage dans un processus, qu'il soit électoral ou simplement dans une transition, il le fait d'abord pour lui-même, pour le parti proprement. Ben, c'est pas ce qui nous est dit. Hein. On nous dit que... Oui, mais même si on veut me faire croire non, le contraire... Non, attention. Restons dans les principes. Un parti politique, c'est pas une entreprise privée que tu ouvres pour la fructifier et te faire des bénéfices. Même si ça a tout l'air. Ben oui, justement, c'est à cela donc je fais allusion pour dire que entre la junte et la classe politique, c'est une sorte de jeu de dupe. C'est à un moment donné, vous verrez que... Parce que moi, il y a quelque chose qui me manque fondamentalement dans ce que je suis en train d'observer depuis l'avènement du CNRD. C'est-à-dire, je vois très rarement d'acteurs politiques qui soient tranchants et qui restent carrés sur les principes. Et vous avez toujours tendance à observer les gens marcher sur des œufs, précautionneux dans les propos, dans les démarches. Ils sont peut-être prudents pour le moment. Oui, on vous dira que c'est politique,
Mais à un moment donné, comme on est dans un pays où pratiquement l'écrasante majorité se considère être soit musulman ou chrétien, à un moment donné, on devrait se dire que Dieu est au-dessus de tout cela. La foi n'a rien à voir. Non, si. À un moment donné, la foi, ça compte beaucoup. C'est-à-dire, il faut se dire à un moment donné que ce que Dieu a prévu que tu auras, tu l'auras, que quelqu'un le veuille ou pas, et rester sur les principes, au moins à ce niveau, défendre les intérêts de la République. Des valeurs. Merci. Ouais, Merci à vous, Thierno Souleymane. Malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà de ça. On part pour un bâton rompu. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Merci de votre fidélité à FIM-FM et à cette émission. Vous êtes dans Talk Politique et dans À bâton rompu plus précisément. Et on a comme invité Monsieur Mohamed Cissé. Il est président du parti Nouvelle-Guinée et membre de la Corée de Mamadou Sylla. Et avec lui, bien évidemment, nous allons parler de cette réunion de la classe politique. Bonsoir, Monsieur Cissé. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs de FIM-FM. Merci, bienvenue. Monsieur Cissé, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à la création de ce collectif? Parce qu'il a été annoncé depuis plusieurs jours et finalement il voit jour aujourd'hui. Oui, écoutez, aujourd'hui, la Guinée est dans une situation transitoire. Et quand c'est une transition, la fête de la transition, c'est bien entendu les élections. Donc, nous, en tant que parti politique, il est de notre droit de veiller à ce que les choses se passent correctement. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir militaire et les partis politiques sont contre la prise du pouvoir par les armes ou toute autre forme si ce n'est pas par les élections. Et vu qu'Alpha Condé était devenu un sérieux problème, quand le coup d'État a eu lieu, on a pris acte et nous avons dit qu'on allait observer. Aujourd'hui, le CNRD a plus de 100 jours de pouvoir. Donc, on s'est dit qu'il est tout à fait normal que la classe politique se retrouve pour que sur certains points, nous ayons des points de vue, sur des points de vue partagés et que nous nous prononçons sur ce sujet d'une seule. Donc, c'est ce qui s'est fait. Bien entendu, il y a des divergences au sein des partis politiques, ce qui est normal. On veut que ces points communs, nous parlons du même point. C'est ce qui s'est matérialisé aujourd'hui. On s'est mis d'accord et on a décidé d'avoir une seule voix face au CNRD. Oui, et on apprend qu'il y a une commission de 14 personnes, un comité de coordination de 14 personnes qui est désormais composé et qui va se retrouver les jours à venir. Alors, quels seront les grands axes de leur démarche? Oui, autour de la table, il y avait 13 coalitions et 4 partis politiques non alignés. Donc, ces 4 partis politiques ont désigné une personne. Donc, on a décidé que les présidents de chaque coalition se retrouvent au sein d'un comité de gestion. Donc, c'est ce qui a été adopté. Donc, cette commission va se retrouver autour des points que nous avons définis, nous faire des propositions. Ces points, bien entendu, nous avons la durée de la transition et l'organe qui doit gérer les élections et le contenu même de la transition. Donc ça, c'est des points qui vont être discutés au sein de cette coordination. Après, tous les partis politiques membres vont se retrouver en instance de décision pour que la proposition qui sera élaborée par cette commission soit examinée et validée. Alors, Monsieur Cissé, le grand absent de cette réunion est bien évidemment, encore une fois, le RPG Arc-en-Ciel, même s'il était annoncé. C'est vrai qu'il tenait au même moment une réunion, mais est-ce que vous avez eu des explications? Le RPG, les responsables vous ont dit pourquoi ils n'ont pas dépêché une délégation. Et ça fait plus de 3 fois que le RPG a annoncé à ces réunions, mais toujours des arguments. Oui, écoutez, tant que les gens donnent des arguments tenables, non, on ne peut pas dire qu'on
peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils avaient une conférence de presse et cette conférence de presse concernait la vie de leur leader. C'est tout à fait compréhensible qu'ils soient absents et nous comprenons cela. Pour le moment, on n'a pas de précisé. Ils avaient une conférence de presse et nous avons accepté. Vous vous en tenez à ça, Pierre, non? Cette union retrouvée nous donne l'impression par ailleurs, Monsieur Cissé, que c'est plutôt une sorte d'union de façade parce que parfois, en tout cas par le passé, nous savons que entre vous, des jeunes leaders comme vous et d'autres acteurs politiques, il y a plus de points de divergence que de convergence. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous vous retrouviez tous ensemble maintenant là? Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que les choses volent en éclats à la première occasion? Vous savez, la Guinée, c'est un pays jeune en termes de multipartisme. C'est ça le gros problème en Guinée. Et les gens ont tendance à ce que les partis politiques soient d'accord sur tous les points. Non, je ne suis pas d'accord. Même au sein d'un parti politique, sur des sujets, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Même au sein d'une formation politique. Il ne faut pas que les gens croient que oui, les partis politiques vont être d'accord sur tous les sujets. Non, je ne suis pas d'accord. Si on devait être d'accord sur tous les sujets, on devait avoir un seul parti politique en Guinée. Mais la nouvelle Guinée a un projet de société, un programme bien défini qui est différent de celui de l'UFDG. Le programme de l'UFDG est différent de celui du FPZ à Cancer. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord? Non, mais moi je vous ai dit, il y a des questions essentielles qui nous intéressent tous. Quand ces questions nous intéressent et qu'on a des points de vue dessus, alors on se retrouve, on discute et puis on fait une communication là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Justement, monsieur Cissé. On a toujours été d'accord. Il n'y a pas de... nous ne sommes que des concurrents. Oui, mais par expérience, nous avons toutes les raisons du monde de redouter que ça ne marche pas prochainement. Parce que nous savons que la politique en Guinée, en plus de la jeunesse du multipartisme à laquelle vous faites allusion, c'est aussi la politique, excusez du terme, du ventre chez beaucoup qui revendent des positions au moment venu. Qu'est-ce que vous faites pour vous prévenir de probables désagréments dans ce sens? Écoutez, la politique du ventre, ça c'est vous qui le dites. Je pense que tous ceux qui ont des partis politiques, l'objectif c'est d'abord le bien-être du citoyen. Là, ce n'est pas que pour accéder au pouvoir, c'est d'abord le bien-être du citoyen. On peut vraiment participer à cela, même en n'étant pas au pouvoir. Apporter des points de vue, apporter c'est-à-dire des éléments contradictoires et à faire comment est-ce que je veux dire, quand le pouvoir en place pose des actes et que vous donnez votre point de vue, quand c'est bien, vous dites que c'est bien, quand c'est mauvais, il faut critiquer. Tant que vous avez ce regard de critique, vous évitez que le pays se retrouve avec un dictateur. Donc, même si vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, vous jouez pleinement votre rôle, vous participez ici au bien-être du citoyen. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas nous dire que des gens créent les partis politiques ici juste pour se remplir le ventre. Ça, c'est pas utile. On crée un parti politique pour apporter quelque chose aux citoyens. Et qui sont politiques aujourd'hui, moi j'ai du respect pour eux. Je me dis qu'ils sont là pour se battre pour que ce citoyen lambda ait le bien-être. Au contraire, moi c'est ma vision de la chose. Et croyez-moi, nous nous battons dans ce sens et nous ferons en sorte qu'il n'y ait plus de dictateur en Guinée à venir. Alors, M. Cissé, est-ce que... On ne peut pas accepter que Doumbouya se transforme en dictateur. Ça, on ne peut pas le permettre. Donc, on s'est mis ensemble. Il faudrait que les choses soient claires. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Comment avez-vous réagi au limogeage de cette dame, la ministre de la Justice, parce qu'elle a voulu que les procédures administratives soient respectées? Oui, écoutez, moi, je trouve vraiment de l'amalgame autour de ce sujet. On nous a dit ici que tous ceux qui ont été choisis pour appartenir à ce gouvernement, ce sont des gens qui ont une probité morale irréprochable. Ce sont des gens qui ont de l'intégrité. La dame prouve ici qu'elle a de l'intégrité et puis on la limite. J'aimerais comprendre de quoi il devait se
ce qui Doumbouya veut se foutre. Je ne pense pas que la dame ait posé un acte ici qui pousse à la limoser. La dame a rappelé, quand vous prenez la charte de la transition, elle n'était pas là quand on l'a rédigée. Elle n'était pas là. Elle a juste dit ce qui est écrit dans la Constitution, dans la charte de la transition. Elle a voulu que cela soit respecté. Et on s'en prend à elle. Pourquoi? Ce que je ne comprends pas, Doumbouya nous a dit ici qu'il veut que la boussole ici soit la justice. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est lui-même qui a dit. Et chaque fois, il revient là-dessus. Alors, pourquoi Doumbouya veut rencontrer aujourd'hui les magistrats au palais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Quoi? Il veut arrêter les magistrats ou quoi? Donc, moi, je ne veux pas qu'il se mêle de la justice. Il doit laisser la justice indépendante. Et pour cela, il faut laisser le département gérer les magistrats. Il faut laisser le département gérer tout ce qui est justice en Guinée. Il faut qu'il se débarrasse. Tu ne peux pas être là, tu as un discours qui est exact, c'est le contraire de ce que tu dis. C'est pourquoi moi j'ai peur aujourd'hui que Doumbouya se transforme en dictateur. Il faut que Doumbouya cesse, il faut qu'il se méfie de ceux-là qui lui donnent des conseils dans ce sens. Il doit se méfier. On n'a plus droit à l'erreur, il le dit souvent, mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Ces actes doivent aller dans le sens même de ces mots et de ces propos. S'il ne le fait pas, on est en danger, la République est en danger. Merci. Et il faut être d'accord qu'il peut nous amener à un autre coup d'État et ça, c'est déplorable. Merci à vous, Monsieur Cissé. Mohamed, je rappelle que vous êtes président du parti Nouvelle-Guinée. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé encore une fois, nous n'avons pas pu vous donner la parole dans cette émission. Merci à Khalifa Traoré et à Khalil Awada, côté technique. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir avec Ibrahima Khalil Diallo. Belle soirée.